Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Tête à Papineau, l'épisode numéro 43. Je suis Loïc, je serai votre animateur pour cet épisode. Je suis en très très bonne compagnie, je suis en compagnie de Maude. Bonjour Maude. Bonjour Loïc. Je suis en compagnie d'Alexis. Hey, salut Loïc, comment ça va? Ça va très très bien et toi? Super, très content d'être là. Et nous sommes aussi en compagnie de notre invitée du jour qui est Sophie Mélavoie. Bonjour Sophie. Bonjour Loïc. Ça va bien? Ah, ça va très bien et content d'être là aussi. Avant de démarrer ce bel épisode, nous allons donc revenir sur les derniers événements de Bistro Wine depuis notre dernier épisode, soit depuis le 25 mars 2025. Nous avons eu à Sherbrooke le 2 avril au Bocquet-Bière Agir pour le climat avec 128 personnes. Nous avons eu après le 9 avril encore au Bocquet-Bière Science et Fiction avec un record de 188 personnes. On était vraiment beaucoup. Oui, un événement, 4e édition en collaboration avec le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, donc en rattrapage encore disponible sur Internet. C'est ça, sur la chaîne YouTube. Et pour ce qui est donc de Montréal, nous avons eu le 8 avril au pub L'Île Noire l'événement Les Bactéries sous la loupe avec un total de 35 personnes présentes. Et pour notre premier événement donc à Québec le 26 mars au bar Le Ninsaki, l'événement Santé Pop, nous avons eu donc 40 personnes pour ce tout premier événement, j'insiste énormément là-dessus, qui était très très intéressant. Alexis, qu'en dis-tu que tu étais là-bas, tu faisais l'animation? Absolument, toi aussi tu y étais. Hein? Oui, moi j'étais derrière l'ordinateur. 38 personnes pour un événement à Québec, la Ninkasi, puis vraiment un bon engouement, tu sais, des gens qui, à travers les années, savaient qu'est-ce qu'était Bistro Brain. Hey, c'est quand que ça arrive à Québec? Et là, on a pu le faire pour de vrai, donc on est vraiment contents. Et on enregistre un mardi, le lendemain, le 20... on a quelle date? On est le 22. Le 23 avril, demain... On a un deuxième événement sur l'environnement. Pour rappel, comme Alexis l'a déjà dit, nos événements donc, sont disponibles en rediffusion donc, sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder et n'hésitez pas aussi à les partager s'il y en a que vous aimez énormément. Donc, pour résumer donc, l'émission, Maude va nous faire une chronique sur quoi? Je vais parler de loups sinistres, de désextinction et une pincée de désinformation. Oh, ça a l'air d'être un sacré combo ça. Et pour l'entrevue, donc, on va avoir Alexis qui va recevoir Sophie, on y reviendra après donc, la chronique. Donc Maude, je te laisse la parole pour ta belle chronique. Super, merci Loïc. Donc je ne sais pas si vous avez vu passer ça là, dans votre fil d'actualité, mais pour ma part, il y a quelques semaines, mes réels sur Instagram étaient littéralement ensevelis sous des publicités d'une entreprise qui s'appelle Colossal Biosciences. Avez-vous entendu parler de cette compagnie? Pas du tout, non. J'ai pas reçu ça, non. Je ne peux pas passer assez de temps sur Instagram. Encore ouais. Peut-être. Mes reels, c'est genre des mimes de Halo alors que je ne joue pas à Halo, des trucs de couple alors que je suis célibataire et des trucs de fitness alors que bon, on n'a pas grand-chose à faire. Écoute, l'algorithme connaît c'est très mystère. bien. Qui aurait pensé que le monde reçoit des pubs de Bioscience? Qui aurait pensé? Donc, c'était quoi exactement? C'était le genre de publicité très bien scriptée avec des louveteaux blancs super mignons et un slogan du type « Nous avons ramené le loup sinistre de l'extinction ». En tant que scientifique, ma curiosité a été piquée. Par contre, il faut se l'avouer que j'étais un peu aussi sur la défensive. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi autant de publicité? Je me suis dit qu'il devait vraiment avoir un budget de communication là, astronomique. Puis j'aimerais ça voir les chiffres. Là. Si je compare un peu avec Bistro Brain, je suis certaine qu'Alexis aimerait ça qu'on ait ce budget-là. Ah oui, absolument. Avec nos gros budgets promotion, publicité payante sur Facebook, Instagram. Exactement. Après ça, j'ai eu le réflexe classique. Je me suis dit que j'allais chercher leur article scientifique, fouiller un peu les données, essayer de comprendre ce qu'ils ont vraiment fait. Puis j'ai juste oublié. En fait, j'ai oublié jusqu'à ce que mes réels soient de nouveau ensevelis sous cette histoire de loup géant. Mais cette fois-là, c'était dans une lumière tout à fait différente. C'était plutôt... c'était plus en fait des vidéos de la compagnie, c'était plutôt les scientifiques de ma For You page, des chercheurs-chercheuses, des vulgarisateurs scientifiques, qui tiraient la sonnette d'alarme sur cette histoire. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'auraient pas vu de quoi tu parles, est-ce que tu peux un peu rappeler de qu'est-ce que la compagnie en fait annonçait vraiment avec la désextinction? Oui, exactement. Donc au début, ils ont dévoilé 3 louveteaux blancs, Romulus, Rémus et Khaleesi. Est-ce que c'est après la dernière saison de Game of Thrones ou avant? Parce que c'est quand même important.
vis-à-vis de la fin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin, bref, je vais éviter de segouer, mais... Oui, c'est vrai que le nom Khaleesi, là, c'est comme dans Game of Thrones. Mais tu sais, ils ont encore que quelques mois, là, ces louveteaux-là. Ouais. Les deux autres loups, Romulus et Rémus, c'est plutôt un clin d'œil là, aux mythes romains comme les jumeaux du même nom qui auraient été nourris par une louve. Et donc, mis à part ces noms aux auras légendaires, ces trois petits louveteaux-là ont été présentés comme les premiers représentants d'un retour du Canis dirus, le loup sinistre ou loup géant, disparu il y a 13 millions... Non, pas 13 millions, clairement pas, 13 000 ans. Ils ont fait ça un peu comme à la Jurassic Park avec du clonage ou ça se passe comment? Ouais, c'est un peu dans ce genre-là. C'est là, en fait, que la manière dont leur publicité est tournée est un peu, disons, là, pas tout à fait honnête. En réalité, ces animaux-là ne sont pas vraiment des Canistirus. Ce sont des loups gris modernes modifiés génétiquement pour leur donner une apparence un peu plus loup sinistre, entre guillemets. Donc c'est que c'est une modification en fait esthétique ou en tout cas cosmétique des animaux, mais est-ce qu'il y a un lien donc avec les loups sinistres dans tout ça? Est-ce qu'au moins ils sont ancêtres de ces loups ou pas du tout? Sincèrement, c'est ce qu'on pensait jusqu'en 2021. À ce moment-là, il y a une étude publiée dans Nature, qui est un journal scientifique très bien reconnu. En séquençant l'ADN fossile des loups sinistres, les chercheurs ont découvert que ces animaux-là n'étaient pas du tout proches génétiquement des loups. En fait, ils appartiennent plutôt à une lignée distincte, vieille de 6 millions d'années, aussi éloignée des loups gris que le chacal ou le chien sauvage africain l'est. Un autre fait qui est ironique dans cette histoire-là, c'est qu'il est presque écrit mot pour mot sur leur site Internet de la compagnie en question que le loup gris et le loup sinistre étaient des lignées distinctes. Donc ils se ressemblent, mais c'est pas la même famille. Oui, c'est ça. Leur ressemblance était principalement au niveau de l'apparence. C'est ce qu'on appelle le concept de convergence évolutive. Fait qu'en gros, tu as deux espèces qui vont évoluer séparément, mais qui finissent par se ressembler parce qu'ils vivent dans des environnements similaires. Il faut quand même noter qu'éventuellement, le loup gris et le loup sinistre ont fini par cohabiter en Amérique du Nord il y a de ça environ 20 000 ans, mais qu'ils ne se sont jamais reproduits entre eux. Pourquoi il n'y a pas eu de reproduction entre les deux? Ben, ils étaient trop différents génétiquement. Et donc en fait ils ont utilisé donc les loups gris comme bagage génétique pour donc créer les louveteaux, mais est-ce que on peut dire que ces louveteaux c'est des loups sinistres, même si c'est deux espèces distinctes, c'est deux familles distinctes avec leurs modifications? Justement, pas vraiment. Ces louveteaux sont en fait des loups gris, dont 14 gènes ont été modifiés. Mais 14 gènes, ça paraît pas énorme, là. Est-ce que... Enfin, on parle de combien pour des loups, tu sais, sur la banque génétique, là? Parce qu'il me semble que déjà chez l'homme, c'est énorme, là. Enfin, c'est beaucoup plus que ça. Oui, en effet, là, c'est vraiment pas beaucoup. C'est sur environ 19 000 gènes au total. En bref, ces loups n'ont ni le génome, mis à part quelques modifications génétiques, ni le comportement, à ce qu'on sache, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir le comportement d'une espèce disparue, ni même l'écologie du loup sinistre. En gros, ces loups s'apparenteraient plus à une reconstruction esthétique de loup sinistre, comme tu disais un peu plus tôt, là, Loïc. Ok, mais ça leur sert à quoi de faire ça, de dire que justement, ils mettent des loups sinistres? Est-ce que c'est une prémisse pour justement faire comme le film Gattaca par la suite, pour ceux qui ont vu la science-fiction, aller voir la bonne présentation de Jérémy, ou c'est juste justement pour faire du buzz? Écoute, c'est une question aussi que je me pose. Ils ont clairement misé sur le sensationnalisme. Ils parlent de désextinction, qui est, faut se le dire, un concept qui fait rêver, faire revenir des espèces disparues, des espèces qui pourraient, par exemple, aider à la crise environnementale. Mais ces espèces, elles sont disparues depuis longtemps. Oui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, cette espèce-là est disparue depuis 13 000 ans environ. Ils sont disparus, en fait, à la dernière ère de glace. Ok, mais ça aiderait quoi dans ce cas-là à la crise environnementale, et pourquoi on s'amuserait pas à ramener des espèces comme les mammouths juste pour le fun dans ce cas-là? La bonne laine. Ah ouais. Tester la viande aussi, pourquoi pas? Je pense qu'il y a des organismes qui seront pas contents. Ouais, mais il y a toujours... je connais, pour les carnivores, il y en a toujours qui sont là à se demander « ça goûte quoi ?» Et je parle d'expérience, de connaissance d'un carnivore qui se demande ça quand il voit des trucs vivants. C'est la vraie curiosité scientifique, ce que tu nous amènes là, quand Ah, mais c'est pas la mienne. Moi, je suis en mode, j'ai pas envie de savoir. Ben, si je reviens au mammouth, là, le plus drôle, là, c'est qu'ils le mentionnent aussi sur leur site, là, qu'éventuellement, ils pourraient peut-être amener le mammouth. Mais, tu sais, je pense quand même que tu soulèves une question importante. Là. Ça servirait à quoi dans une crise environnementale? Parce que ramener des espèces de l'ère moderne que l'humain a apportées à extinction et qui pourraient peut-être avoir encore une place dans l'environnement, OK, peut-être. Ça pourrait faire du sens. Peut-être ça pourrait aider à rétablir un équilibre dans l'écosystème, d'où ces animaux-là sont disparus.
mais ramener une espèce qui n'a plus sa place dans l'écosystème. On peut aussi se demander là, si ça ne détourne pas un peu l'attention des vraies espèces menacées. Par exemple, on pourrait concentrer nos efforts sur des animaux en danger aujourd'hui, comme le loup rouge, qui est l'un des canidés les plus menacés en Amérique. Mais dans ce cas-là, tu conclus comment ton histoire avec justement ce retour dans le passé avec les loups sinistres? Est-ce que c'est juste un coup de com' ou il y a quelque chose d'autre derrière? Ben, je pense qu'il y a quand même une grosse partie là, que c'est de la communication. On s'entend, ils ont quand même modifié génétiquement des loups gris, donc ça, oui, c'est vrai. Là. Oui, on peut certainement plus appeler ces louveteaux des loups gris, mais ce ne sont tout de même pas des loups sinistres. Et je pense qu'on est à risque aussi que ce genre d'annonce crée une confusion, qu'on finisse par croire que la biodiversité est, disons, recyclable, comme si on pouvait ramener à la vie ce qu'on détruit. Mais dans le cas des loups sinistres, on parle d'une lignée unique, spécialisée, disparue, sans descendance. Donc c'est juste une illusion de communication. Ouais, faut se dire en science, là, si ça semble trop beau pour être vrai, c'est peut-être le cas. Bah, merci beaucoup Maud pour cette chronique très très intéressante donc, sur les loups. On va se retrouver après une courte pause où justement Alexis va discuter avec Sophie Malavoie de sujets je pense très intéressants. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'épisode de La tête à Papineau, l'épisode 43. Je vais passer la parole à Alexis qui va avoir donc en entrevue Sophie Malavoie. À toi Alexis. Un grand merci, Léc. Sophie, dans le monde de la vulgarisation, tu es bien connue. Après avoir travaillé 14 ans à l'ACFAS en rédaction, tu as occupé plusieurs postes à Télé-Québec, dont rédactrice en chef. Tu as ensuite été réalisatrice à la populaire émission Découverte à Radio-Canada. C'est quand même extraordinaire. On te connaît surtout pour avoir fondé le Cœur des sciences à l'UQAM en 2006, ce lieu de diffusion scientifique qui a reçu des dizaines de milliers de participations depuis. Ça fait donc de toi une pionnière de la vulgarisation scientifique au Québec. On est donc très heureux et heureuse de te recevoir ici à la tête à Papineau. Aujourd'hui, merci de nous accorder un peu de ton attention. Ben merci Alexis de m'inviter. C'est un grand plaisir. Et avant que je me lance dans mes questions, je vais quand même préciser quelque chose. Sophie Malavoie, tu fais partie du conseil d'administration de BistroBrain, donc tes propos t'appartiennent, tu t'exclus complètement de tout conflit d'intérêt, bien entendu. Donc, à la base, tu as une formation d'ingénieur en chimie. Comment est-ce que tu en es arrivé dans ta grande aventure, dans le monde merveilleux de la vulgarisation scientifique? Ah, c'est un long parcours, en fait. Ben, j'ai d'abord étudié en génie. J'étais à Montréal, mais je suis partie en France étudier. Puis, bon, j'aimais les maths, donc je me suis retrouvée en génie sans trop savoir où j'allais. Quand je suis revenue ici, j'ai continué des études supérieures à l'École polytechnique, mais j'ai quand même à un moment donné fait un zoom-out dans un séminaire où on était vraiment dans les... il y avait un collègue, un ami qui était en train de présenter les réductions des boulettes de fer chez Silbeck. Moi, j'étais en métallurgie et en génie des matériaux et des systèmes. Et là, je me suis dit, non, pas toute ma vie, je ne vais pas passer toute ma vie. Moi, j'étais sur un sujet tout aussi pointu. Et c'est comme un goût que j'ai retrouvé pour un peu toutes les sciences et aussi les sciences humaines. C'est que quand je suis partie en France faire les classes préparatoires, maths sup, maths spé, une grande école, j'ai hésité à faire philo, mais puis je me suis rendu compte que j'aimais plus la communication, de la possibilité de toucher à toutes les sciences, incluant les sciences humaines. Donc c'est ça qui m'a fait quitter le génie. Et les étapes transitoires jusqu'à arriver à faire de la rédaction à l'ACFAS, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a été une opportunité qui a été difficile, en fait, parce que j'étais à Polytechnique, j'avais été engagée comme chercheur. Ils voulaient absolument me pousser à aller toujours plus loin. Et on venait de signer un gros truc, il y avait Hydro-Québec aussi, tout ça. Et Guy Arbour, qui était à l'époque aussi, qui avait été à Polytechnique, qui dirigeait l'ACFAS, ils avaient lancé la revue Interface. Ils m'avaient déjà demandé si je voulais venir. Ils savaient que j'aimais faire de la vulgarisation, que j'avais envie d'en faire. Okay, donc j'avais commencé, mais j'avais pas écrit dans les trucs étudiants. J'avais connu Luc Chartrand qui me faisait faire quelques piges. J'avais un peu fait 1 ou 2 articles à l'agence Science Presse, mais presque rien. Mais Guy était venu me voir et me dit, est-ce que ça t'intéresserait comme poste? À ce moment-là, j'ai pas fait le saut. Mais 6 mois après, la fille qu'il avait engagée, bon, il y a eu des problèmes de santé, elle est partie. Je crois 3 mois après. Elle est revenue. Il m'a dit, là, il faut que tu te décides. Et j'ai eu une nuit, c'était difficile parce que je quittais tout le monde de la recherche. Et finalement, j'ai décidé le lendemain, j'ai dit, let's go, on y va. J'avais pas de charge familiale, j'avais pas de truc parce que le salaire était coupé en 2 aussi. C'était une aventure. Et là, je me suis retrouvée à l'ACFAS, qui partait ce magazine, Interface. C'était pas clair, mais c'était un peu une revue de semi-vulgarisation. Pour les chercheurs, c'est devenu plus vulgarisation. Puis j'ai appris le métier comme ça, en le faisant.
une chance inouïe. C'est-à-dire j'ai appris le métier en le faisant. Oui, c'est incroyable. Là. En plus, on pourrait considérer que la vulgarisation, genre, c'en est assez balbutiement. Non, mais j'ai appris, bon, j'avais au début, surtout pour la partie édition, parce que je dirigeais le magazine et j'étais rédactrice en chef. La partie édition, il y a toute une question cuisine technique, bon. Mais après, la vulgarisation, c'est à force de travailler avec des chercheurs, d'éditer des textes, on arrivait à 9 versions. Oui. Ben, finalement, à force de faire ça, puis d'éditer des textes de journalistes, ben, j'ai commencé à voir ressortir toujours les mêmes commentaires, les mêmes choses qui revenaient, toujours. Pour ça, au bout de 14 ans, je suis partie pour Télé-Québec, ben, je me suis dit, ça serait bien d'écrire un petit guide pour ramasser tout ce que j'ai vu, en fait, tout ce que j'ai expérimenté. Ben, tu me prends de court, c'est déjà ma prochaine question. Donc, en 1998, tu as écrit un guide pratique de vulgarisation scientifique. Et on y retrouve un rapide horizon de trucs et de manières pour vulgariser du contenu scientifique. On peut comprendre que c'était un besoin à l'époque. L'est-ce encore aujourd'hui, selon toi? Ah oui, puis ça l'est de plus en plus. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de réponses. Parce que moi, j'ai commencé en 98, il y a des gens qui le faisaient avant, là, je n'ai pas inventé la roue. Mais ce guide, d'ailleurs, ce que j'ai écrit, c'est plus vraiment ce que j'utilise dans mes formations, ni dans le cours que je donne à l'Université de Sherbrooke, là, le EFD 908, en vulgarisation scientifique. C'est plus vraiment... Ben, c'est les mêmes choses, mais présentées différemment. Mais oui, il y a un besoin. Puis c'est des choses toutes simples, en fait. Ce guide, comme bien d'autres, c'est juste outiller les gens. C'est une boîte à outils où tu as des gens qui vont être plus... qui vont communiquer mieux, ça va être plus facile pour eux. Mais pour ceux qui ont plus de difficultés, c'est juste leur donner une boîte à outils, des petites choses où ils peuvent se présenter, parler concrètement, aller chercher des exemples, arriver à comparer à des tas de petits trucs où, bon, puis d'être capable de formuler un message clair, parce que puis il y a vraiment un besoin. Puis je crois que les jeunes réalisent que leur carrière, ben, c'est des compétences qu'ils vont utiliser toute leur vie, puis qu'ils n'ont pas développées à l'école. Mais c'est des compétences qui vont te servir tout le temps. Tu parles à un décideur, à un patron, à des consommateurs, à des citoyens. Il faut savoir formuler un message, faire un pitch de 30, 60, 2 minutes, pas 40 minutes. Là. Exactement. On partage vraiment ces orientations-là à Bistro Brain. Justement, tous les gens qui présentent ont un accompagnement visualisé, justement pour se mettre en confiance, puis un coup d'envoi, devenir les ambassadeurs de leur domaine, là, un peu notre rêve le plus fou. On va parler du Cœur des sciences. On voudrait savoir, dans cette fondation-là, qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour toi? Ça arrivait d'où l'idée? On parle quand même d'un projet ambitieux, là, une salle dédiée à temps plein pour faire de la diffusion scientifique. Donc, qu'est-ce que ça prend pour diriger un organisme de vulgarisation scientifique? Je demande pour un ami. Ben, ça a été un défi, en fait, parce qu'au départ, le projet était là. Ils avaient des bâtiments suite à la construction de nouveaux campus. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient en faire. Et au tout départ, quand je suis arrivée, il y avait une partie des gens de l'UQAM qui disaient « Ah, ça va être un truc pour la faculté des sciences, on va parler juste de sciences. » D'accord. Moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit « Non, un centre culturel scientifique, on va en faire un centre culturel. » J'étais imbibée des idées de Lévy-Leblanc à l'époque, qui disait « Il faut mettre la science en culture, il faut faire des regards croisés entre les sciences humaines, les sciences pures et tout ça. » Et je le suis toujours, d'ailleurs. Je suis toujours ces idées-là. Donc, j'ai essayé de défendre ça, mais il a fallu le défendre à l'interne. On a dit non, on ne va pas faire juste des trucs pour les gens de la faculté des sciences. Puis encore, il y avait l'idée, on va faire de la vulgarisation pour mettre en avant les chercheurs de l'UQAM. J'ai dit non. Quand on a un centre culturel, il faut que ça devienne un lieu incontournable. Il faut aller chercher les plus grands noms. Ben oui, c'est un lieu culturel. Et créer une habitude, une fréquentation, avoir un public qui nous suit et faire des choses originales. On a eu des spectacles, on a eu des choses, des balades, on a eu toutes sortes de... Pas juste des trucs pour... à l'intérieur, dans des salles, des conférences, des débats. Ça rejoint une certaine partie de la population. Moi, je voulais rejoindre tout le monde. On a fait des excursions scientifiques, des balades, on a fait des jeux, on a fait toutes sortes d'affaires où tu vas rejoindre des gens qui sont moins, pas forcément moins scolarisés, mais qui vont moins aller dans des institutions. Ils seront un peu intimidés par ça. Mais là, il a fallu... Puis comme ça a marché, ben, finalement, on m'a laissé faire ce que je voulais. Puis ça a été juste... Il n'y a pas eu de problème, mais il a fallu convaincre. Donc encore dans tes occasions, est-ce que tu as pu laisser aller ta créativité? Oui, en fait, j'ai pu la laisser aller beaucoup. D'ailleurs, ça faisait rire beaucoup de cadres. J'étais cadre à l'UQAM, mais ça faisait rire tout le monde parce que moi, on me foutait la paix. Alors qu'il y a eu pas mal de remous à l'UQAM à l'époque. Tout le monde se faisait pourchasser. Mais moi, quelque part, je suis passée entre les craques du plancher. Puis comme ça fonctionnait, on m'a foutu la paix. Puis qu'il y avait un budget à part qui était alloué par Hydro-Québec. Donc, il n'y avait pas à l'époque trop de problèmes de financement. Puis j'ai pu faire à peu près tout ce que je voulais. On a fait vraiment des soirées de spectacle. On a fait des soirées sciences et gastronomie. On a fait des trucs avec des danseurs, avec l'Opéra de Montréal. On a fait... Oh, wow, quand même. Oui, on a fait des tas de trucs. Tout ce qu'on pouvait, les balades, les excursions.
Euh, énormément de les débats particuliers des associations et des festivals. Je voulais créer un volet scientifique au festival des rencontres internationales du documentaire de Montréal. On l'a créé. Il a été arrêté après. On l'a créé quelques années. On avait ça. Des liens avec le festival des films sur l'art. On a pu tout expérimenter. Il y a des choses qui tiennent la route, puis d'autres qui après un certain temps, on se rend compte que jouer avec deux organisations, c'est difficile parce que chacun veut la visibilité. Mais on a pu vraiment faire à peu près ce qu'on voulait. On se donne des défis. C'est totalement avant-gardiste comme année. C'est sûr qu'on est les premiers à essayer un format, puis on se rend compte en le faisant si ça fonctionne ou pas. Oui, puis qu'il y a une réponse. Tu vois, au début, quand je suis arrivée au Cœur des sciences, ils avaient même un projet d'avoir une maison des sciences humaines à l'UQAM. Donc, il y aurait eu un truc de sciences, un truc des sciences humaines. Puis, ce qui était bien, c'est qu'on a pu faire, sur chaque sujet, on se disait, on fait des regards croisés. C'est-à-dire, par exemple, si on parle, disons, faut-il être végétarien pour sauver l'environnement, genre de questions. Bon. C'est sûr, tu vas avoir des nutritionnistes, tu vas avoir des gens en environnement qui vont te dire tant de kilos d'eau pour... tant de litres d'eau pour des kilos de viande. Mais si tu rajoutes un anthropologue qui te parle de la place de la viande dans les cultures, ça change tout. Ben oui, c'est un autre angle. Et c'est ça que je voulais. C'est qu'on a rajouté des trucs sur plein de sujets. On a fait des trucs sur les jeux, la loto, le tourisme, la vente. Mais on avait des gens, à la fois du milieu privé, du milieu de recherche, des gens qui n'étaient pas du tout en recherche, mais qui amenaient ce regard-là, en disant non, mais c'est bien beau la science, mais dans la pratique. Ouais, c'est ça, le côté un peu plus des professionnels qui sont très... Ça, j'ai aimé faire ça. Puis ça continue. Depuis 2021, Bistro Brain tient un événement en collaboration avec le cours EFD 908, Communication scientifique pour le grand public, que tu donnes aux côtés d'Olivier Robin, qu'on salue d'ailleurs. Et je reprends tes mots par rapport à la collaboration. On a du fun, c'est vraiment une soirée incroyable. Les gens trippent, superbe expérience. Honnêtement, moi, je suis une convaincue. Tout d'abord, merci pour cette belle éloge. Venant de ta part, c'est très touchant. Compte nos événements de particulier pour évoquer en toi une si belle envolée. En fait, j'aime beaucoup Bistro Brain pour une chose, c'est qu'il y a un élément dont on ne parle jamais en vulgarisation, c'est le plaisir. C'est ça qui fait toute la différence. Il faut que les gens arrivent à être assez outillés pour avoir du plaisir à le faire. Parce que tant qu'il n'y a pas de plaisir, il y a quelque chose qui va accrocher. Il y a la connexion qui ne va pas se faire. Les gens ne seront pas si réceptifs que ça. Un bon communicateur, il a un tel plaisir que tu es amené à l'écouter. Puis Bistro Brain, le format d'être dans un café, c'est au Bocabière ou ailleurs, les gens ont du fun. Il y a le côté performance, mais le côté plaisir. On est là pour avoir du fun. C'est pour ça que j'aime tant ça. Parce que ça insiste sur un élément qui est central. Tu ne peux pas enseigner aux gens comment avoir du plaisir, mais il faut en avoir. C'est quand on n'a pas, que tu le fais. Ça a été le problème parce que là, maintenant, partout, on demande aux chercheurs de faire de la vulgarisation. Ça fait même partie, il faut que ça soit dans leur CV. Ouais. Ils le font à contre-cœur. On dit engagez-vous, mais ça sert à rien si t'es pas bon. C'est contre-productif, c'est même pire. Non, c'est ça, il faut leur donner une chance avec une plateforme. C'est t'as des gens qui commencent par soupirer. Alors là, il faut que je vous explique telle affaire. Ça marche pas. Et donc, moi, j'aime Bistro Brain parce que les gens ont du fun et parce que c'est ça qui compte. Il faut que la science, ça soit le fun. Très bien dit. On est quand même satisfait de savoir que notre slogan « Diffuser la science à travers le plaisir » se rend aux oreilles des gens. Puis merci de l'observer aussi dans les événements. D'ailleurs, j'en profite pour glisser une belle statistique d'événement de Bistro Brain avec Science-et-Fiction. On a un taux d'appréciation de très bonne expérience à 95% de la part du public. Donc, si vous n'êtes jamais venu à un événement Bistro Brain, c'est votre petit clin d'œil pour venir au prochain. Donc, dernière question, on a toujours une question officielle. Et je l'ai un peu modifiée. Je peux avoir de sourcils froncés à ma droite. Non, j'ai rien à dire. Tout va bien. Je suis tout oui de Pour qui je vais voter? Non. C'est ça. On va politique. Donc, Sophie, quelle place pour toi devrait avoir la vulgarisation scientifique au Québec? Quelle allure aimerais-tu qu'elle ait dans 30 ans? J'aimerais qu'elle ait plus de place au Québec, mais surtout dans la formation des gens en sciences et de toute personne à l'université ou partout. Parce que je pense que la communication, c'est des habiletés centrales puis qu'on a un peu négligées. Et on le voit dans ce que les gens deviennent, la place qu'ils trouvent dans n'importe quel boulot. Ceux qui sont habiles en communication ont souvent plus d'impact. Tout simplement parce que les gens sont plus réceptifs quand ils ouvrent la bouche. Et même dans n'importe quelle réunion, que ce soit un conseil municipal, partout, la communication, c'est quand même... Donc j'aimerais qu'il y ait plus de place pour développer les habiletés en communication. Donc ça, je pense que ça serait ça au Québec, qui est de plus en plus, qu'on soutienne un peu plus les médias de culture scientifique. Mais pas juste pour avoir de la relève, ça c'est mon gros chagrin. C'est que beaucoup du financement va aller pour
avoir de la relève. C'est toujours l'idée, on va la rendre intéressante pour que des jeunes aillent s'engager en sciences, comme engagez-vous dans l'armée. Mais en fait, la culture, pour moi, devrait s'adresser à tout le monde. Puis le volet sciences et société, il a tendance un peu à disparaître. Puis dans tous les programmes de subvention, tu vois relève. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours énervé énormément. Donc j'aimerais que ça disparaisse. Oui, c'est important d'avoir de la relève, mais c'est parce que tu crées un climat qui s'intéresse à la culture scientifique, incluant les parents, les grands-parents. C'est pas juste le petit jeune en disant ah, tu vas aller en chimie ou en physique plus tard. Non, non. Il faut créer un climat où que la science devienne importante, qui est plus même de présence de la science dans les œuvres culturelles. Ça commence. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de séries télé où tu as beaucoup de science. Bon, on ne va pas parler que Stats, c'est un truc de science, là, mais pas tant que ça. Il y a eu un truc avec des vétérinaires, mais que les scientifiques soient plus visibles et plus de vulgarisation, que la science soit plus présente en disant on outille les gens, ils peuvent aborder n'importe quelle question avec un peu la rigueur, la méthode scientifique, l'approche scientifique. Et moi, j'aimerais ça. Bon, dans 30 ans, je ne sais pas, ou j'aimerais que ça soit tout de suite, mais en tout cas. Ouais, ton rêve le plus fou dans 30 ans. On a 10 Sophie Malavoie, peut-être? Non, 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 surtout pas. Puis dans 30 ans, moi, mon Dieu. Mais non, mon rêve le plus fou, ça soit que dans toutes les formations, ça soit inclus dans déjà la programmation, le cursus scolaire. Que ce ne soit pas un truc supplémentaire que l'on prend, un petit nanane, que l'on prend un petit cours par-ci par-là. Un peu négligé, là, sur le côté. Un peu négligé, mais que ça soit central. Et qu'on coupe la barrière entre les institutions. Parce que ça va avec aussi le côté d'élitisme des savants, des gens qui ont des trucs. C'est qu'on n'a pas beaucoup communiqué avec les gens. On a considéré que ce n'était pas important, mais qu'il y ait beaucoup plus de mélange de la population qui vient dans les institutions comme à les universités ou les autres centres de recherche, qu'il y ait plus de mélange. Et ça va venir avec des habiletés de communication, parce que si les chercheurs ne savent pas communiquer, ce ne sera pas diable. Si on veut qu'on soit écouté, il faut qu'on soit intéressant. Ben oui. Donc, merci encore une fois pour toute ton attention, ton temps pour BistroBrain, Sophie. On va pouvoir mettre dans la description de l'épisode tes présentations que tu as faites les 3 dernières années dans le cadre de la collaboration avec le cours FD 908. Et sinon, je te remercie encore une fois pour ta présence ce soir. Merci Alexis de m'avoir invité et puis bravo encore pour BistroBrain. Lâchez pas. Merci beaucoup Sophie pour cette entrevue. Merci à l'auditoire et à toute l'équipe pour cet épisode. Je vais passer maintenant à la présentation donc, des prochains épisodes d'ici le prochain enregistrement qui aura lieu le 27 mai. Nous avons donc dès demain, ce sera pour vous dans le passé, à Québec, l'événement environnement, le mercredi donc 23 avril au bar Laninsaki. On espère que vous serez très très nombreux pour ce deuxième événement à Québec. Pour ce qui est de Montréal, nous aurons donc le 6 mai santé mentale à l'université à partir de 18h au pub de l'Île Noire. Et pour ce qui est de Sherbrooke, nous aurons 2 événements. Nous aurons le Bistrot Bataille le 7 mai au Beauquet-Pierre à 17h. On espère que vous serez très nombreux parce que c'est un événement très très particulier. C'est des personnes en interne de BistroBrain qui vont présenter tout au long de la soirée. En plus, Loïc va faire une petite présentation. Un petit peu, oui. Ouais. Je passe en tout premier en plus. Il y a besoin de votre vote, c'est ce qu'il essaie de dire. Hein? Il y a besoin de votre vote. C'est ça, c'est ça. J'y vais avec la niaque de gagner. Et notre deuxième événement du mois de mai sera des idées de génie, le 21 mai au Beauquet-Pierre à la même heure, donc à 17h. Merci à tous de votre écoute, ça fait très plaisir de vous avoir et on se dit au prochain épisode. Bonne séance. Bye! Au revoir. Au revoir.